That's, but by far, my most lucrative career came as a WWE wrestler. So, sit down, join me as I tell you all about how I made and burnt through an entire fortune. Sous les lumières éclatantes, là où les effets pyrotechniques explosent et où les fans crient pour leur héros, le catch ressemble à un monde bâti sur la gloire et l'or. Les entrées sont grandioses, les chèques mirobolants, et les personnages plus grands que nature. Mais lorsque la cloche finale retentit et que la foule s'éteint dans le silence, la réalité reprend ses droits. Derrière chaque persona se cache un être humain, fragile, faillible, et souvent brisé par le spectacle même qu'il a contribué à construire. Ce soir, nous tirons le rideau sur 5 hommes qui ont défini l'industrie et tout perdu dans le processus. Leurs noms résonnaient autrefois dans les arènes, Ric Flair, Scott Hall, Lex Luger, Perry Saturn et Dave Bautista. Leurs histoires ne parlent pas seulement d'argent, elles parlent d'identité, d'excès, d'addiction, de rédemption et du prix élevé de la célébrité. Ric Flair, l'homme devenu son propre personnage, peu de noms dans le catch sont aussi légendaires, ou aussi tragiques, que Ric Flair. Pendant des décennies, il n'était pas seulement un artiste, il était un mode de vie. Le « Nature Boy » ne s'arrêtait pas lorsque les caméras s'éteignaient. Il incarnait le luxe à l'état pur à robe sur mesure, montre Rolex, jet privé, champagne chaque soir. Limousine Ridin, Jeff Lien, Kiss Stylin, Willin Dillin, Son of a Gun, n'était pas juste une phrase accrocheuse. C'était une déclaration d'intention. Mais derrière les paillettes se trouvait un homme qui se noyait lentement dans son propre mythe. Richard Fliehr, l'homme derrière le personnage, s'est effacé quelque part en chemin. Flair est devenu la victime de sa propre performance. Il ne se contentait pas de jouer un homme vivant au-dessus de ses moyens, il le faisait réellement. Chaque dollar gagné disparaissait dans la quête de maintenir cette image. Il a un jour déclaré « Si je gagnais 1 million, j'en dépensais 2. » Et ce n'était pas une blague. Sa destruction financière fut lente mais implacable. En 1990, il devait des centaines de milliers de dollars au fisc américain. En 2004, la dette avait grimpé à près de 2 millions. 4 divorces plus tard, il se noyait dans les pensions alimentaires et les frais juridiques. Un juge a même émis un mandat d'arrêt contre lui pour 30 000 $ de pension impayée. Il a fondé Ric Flair Finance en 2007, une entreprise censée capitaliser sur son nom, mais elle s'est effondrée en moins d'1 an. Même Vince McMahon, son patron de longue date, lui a prêté près de 800 000 $ pour le maintenir à flot. Flair a admis que son match de retraite contre Shawn Michaels n'était pas pour la gloire mais pour rembourser Vince. Hulk Hogan l'a également aidé financièrement lors de la crise de santé de son fils. Un homme qui avait autrefois incarné la richesse et le pouvoir vivait désormais de boissons énergétiques, de vidéos personnalisées et de vente de produits dérivés. La tragédie de Ric Flair, c'est qu'il n'a jamais cessé d'être le « Nature Boy ». L'acte l'a entièrement consumé. Au final, le personnage a survécu à l'homme et l'homme est resté à courir après une illusion qu'il avait déjà ruinée. Scott Hall, le « Bad Guy », qui ne pouvait s'échapper de lui-même si Ric Flair fut un homme dévoré par l'excès, Scott Hall fut un homme détruit par ses démons. Connu de millions de fans sous le nom de Razor Ramon, le « Bad Guy », charismatique aux chaînes en or et à l'accent cubain, Hall a redéfini le style dans le catch professionnel. Son charisme était magnétique, ses matchs iconiques. Son arrivée à la WCW en 1996 a changé à jamais l'industrie, déclenchant la guerre du lundi soir. Mais derrière les lunettes noires et le sourire en coin se cachait un homme hanté. Bien avant de devenir une superstar, la vie de Hall avait été brisée par un traumatisme. En 1983, alors qu'il travaillait comme videur, il s'est retrouvé dans une altercation devant un bar et a abattu un homme. L'affaire fut classée en légitime défense, mais la culpabilité ne l'a jamais quitté. Il a un jour avoué « Je ne pouvais pas dormir. Je voyais son visage chaque nuit. » Ce traumatisme devint la racine d'une addiction à vie. L'alcool, les antidouleurs et la cocaïne devinrent ses mécanismes d'adaptation. Le succès qu'il trouva sur le ring ne fit qu'alimenter l'addiction, plus de gloire signifiait plus d'accès, plus d'argent, plus de drogue. Au sommet de sa carrière, Hall gagnait des millions, mais il avoua avoir dépensé des centaines de milliers de dollars en alcool et en pilules. « Je n'avais pas de problème de boisson, disait-il. J'avais un problème pour m'arrêter. » Au début des années 2000, il était ruiné, divorcé et éloigné de ses enfants. Il apparaissait dans des shows indépendants visiblement ivre, titubant et parlant de manière incohérente, une image déchirante d'un homme qui avait autrefois électrisé des millions de spectateurs. Sa santé s'effondra. Il subit plusieurs opérations, reçut un pacemaker, et passa des années à entrer et sortir de centres de désintoxication. Puis vint un miracle, Diamond Dallas Page. Page, catcheur et ami, l'accueillit chez lui, lui fit suivre des séances de yoga, de réhabilitation et un suivi quotidien. La transformation fut réelle. Hall devint sobre, répara ses relations et entra même au Hall of Fame de la WWE. Mais les années d'abus avaient déjà laissé leur marque. Il mourut en 2022, suite à des complications d'une opération de la hanche, sobre, aimé, mais à jamais marqué par les cicatrices du passé. L'histoire de Scott Hall ne parle pas seulement d'addiction.
Elle parle d'une douleur jamais guérie, d'une industrie qui a favorisé l'excès, et d'un homme qui a passé des décennies à se battre contre lui-même. L'effondrement financier de Scott Hall fut aussi dramatique et tragique que son déclin personnel. Au sommet de sa carrière, pendant l'apogée des Monday Night Wars au milieu et à la fin des années 1990, Hall était l'un des catcheurs les mieux payés de l'industrie. En tant que membre fondateur du NWO à la WCW, il signait des contrats de plusieurs millions de dollars, recevait des primes pour ses apparitions lors de pay-per-view, des royalties sur les produits dérivés, ainsi que des accords annexes lucratifs. Les estimations suggèrent qu'il a gagné plus de 5 millions de dollars rien que durant son passage à la WCW, sans compter ses revenus antérieurs à la WWF sous le nom de Razor Ramon. Pourtant, malgré cette immense fortune, Hall perdit la majeure partie de ses richesses, non pas uniquement à cause de mauvais investissements ou de décisions d'affaires douteuses, mais en raison du coût écrasant et incessant de son addiction. Il avoua avoir dépensé des centaines de milliers de dollars par an en alcool, cocaïne et antidouleurs sur ordonnance, achetant souvent des drogues en gros pour alimenter sa dépendance. Il déclara un jour « Je n'avais pas un problème avec l'alcool, j'avais un problème pour m'arrêter, et cette incapacité à s'arrêter s'étendait à chaque dollar qu'il gagnait. L'argent s'évaporait aussi vite qu'il arrivait. Les voitures de luxe étaient vendues ou saisies, les maisons saisies, et les comptes bancaires vidés pour financer sa prochaine frénésie. » Au début des années 2000, sa carrière en chute libre et sa santé se détériorant, Hall était pratiquement ruiné. Il ne parvenait pas à obtenir un travail régulier dans les grandes promotions, et lorsqu'il apparaissait dans des shows indépendants, c'était souvent pour un salaire dérisoire, parfois seulement quelques centaines de dollars, car les promoteurs savaient qu'il n'était pas fiable. Il fut contraint de vendre des souvenirs, y compris des ceintures de championnat et des objets de collection rares, simplement pour payer son loyer ou ses factures médicales. Il déposa le bilan au début des années 2000, déclarant plus d'1 million de dollars de dettes pour des actifs valant une fraction de ce montant. Son divorce, finalisé au plus bas de sa vie, épuisa encore davantage ses finances à cause des frais juridiques et des règlements. Même après sa sobriété et sa réconciliation avec sa famille, Hall ne retrouva jamais sa stabilité financière. Les années de négligence, opportunités manquées, réputation ternie et problèmes de santé chronique l'empêchèrent de capitaliser sur son héritage via des contrats publicitaires, des podcasts ou des apparitions régulières, comme le faisaient d'autres membres du Hall of Fame. Bien qu'il ait finalement intégré le WWE Hall of Fame en 2020, l'honneur arriva trop tard pour restaurer sa fortune. Au moment de sa mort en 2022, sa valeur nette était estimée à seulement 500 000 $, à l'ombre de la fortune qu'il avait autrefois. Il ne mourut pas riche. Il mourut après avoir dépensé tout ce qu'il avait, non pas en luxe, mais en silence, en fuite, en tentant de noyer le visage qu'il ne pouvait oublier. Lex Luger, le corps qui a trahi l'homme Lex Luger était l'idéal. La silhouette parfaite. Le héros américain. Avec sa carrure sculptée et son regard perçant, il ressemblait à un personnage de bande dessinée devenu réel. La WCW et la WWF le présentaient toutes deux comme le prochain Hulk Hogan. Il parcourait le pays dans un bus rouge, blanc et bleu, le Lex Express, serrant des mains, souriant aux caméras, incarnant l'image même du succès. Mais l'image était tout, et c'était une chose fragile à laquelle se raccrocher. Dans les coulisses, Luger était un homme sous pression. Il luttait contre les blessures, les antidouleurs, et une dépendance croissante aux drogues pour maintenir la perfection physique qui faisait de lui une star. Sa relation avec Miss Elizabeth, l'une des figures les plus aimées du catch, se termina tragiquement lorsqu'elle mourut d'une overdose chez lui en 2003. L'incident le brisa. Luger fut arrêté, vilipendé, et perdit tout. Des années plus tard, en voyage, il subit un AVC spinal qui le paralysa du cou vers le bas. Pour un homme dont toute l'identité reposait sur son corps, ce fut un coup du sort dévastateur. « Je suis passé de l'offre totale à un désastre total », dit-il. Luger perdit sa richesse, sa célébrité, sa liberté de mouvement, tout sauf sa foi. Au fil des années, il trouva la rédemption grâce au christianisme et devint un défenseur des patients atteints de lésions de la moelle épinière. Il voyage désormais pour parler de santé, de foi et de perspective. Son histoire est un rappel brutal de la rapidité avec laquelle tout peut disparaître. Une mauvaise décision, un accident, un coup du sort et le héros devient l'avertissement. Mais la résilience de Luger, sa capacité à trouver un sens dans la tragédie, donne à sa chute une rare forme de grâce. Il est la preuve vivante que la rédemption ne nécessite pas un retour triomphal, seulement l'acceptation. La ruine financière de Lex Luger ne fut pas le résultat de dépenses imprudentes ou de mauvais investissements, c'était l'effondrement inévitable d'un homme dont tout le système de valeurs reposait sur un idéal physique impossible à maintenir. À son apogée, Luger figurait parmi les stars les mieux payées de la WCW et de la WWF. Il touchait des cachets à 6 chiffres pour les grands événements, percevait des royalties lucratives sur les produits dérivés en tant que « The Total Package » et avait même lancé sa propre gamme de compléments protéinés et d'équipements de fitness. Son bus rouge, blanc et bleu, Lex Express, n'était pas seulement un gimmick, c'était un panneau publicitaire roulant pour une marque qui vendait des millions de dollars de produits et d'apparitions.
Mais à mesure que son corps se détériorait sous le poids de longues années d'entraînement intensif, de dopage et de blessures, son pouvoir de gagner de l'argent s'effondrait lui aussi. Les antidouleurs prescrits au départ pour des hernies discales et des lésions articulaires devinrent des dépendances. Les mêmes médicaments qui le maintenaient sur le ring finirent par miner son jugement, sa discipline et sa capacité à préserver l'image qui faisait sa valeur. Lorsque Miss Elizabeth mourut chez lui en 2003 d'une overdose, les conséquences furent catastrophiques. Bien qu'il n'ait jamais été inculpé, la perception du public changea du jour au lendemain. Les sponsors s'enfuirent. Les promoteurs prirent leur distance. Ses produits disparurent des rayons. Le « Total Package » était devenu un symbole de tragédie, non de triomphe. L'arrestation qui suivit, finalement abandonnée, sonna le glas de sa carrière. Les médias le dépeignirent en vilain, et les fans de catch, autrefois fidèles, se détournèrent. Les apparitions se tarirent. Les contrats publicitaires s'évaporèrent. Le Lex Express resta à l'arrêt. Lorsqu'il fut prêt à revenir sur le ring, l'industrie avait tourné la page. La nouvelle génération de stars n'avait pas besoin d'un culturiste sur le déclin, elle voulait de l'athlétisme aérien et du charisme viral. La marque Luger, autrefois synonyme de force américaine, était désormais associée au scandale et à la douleur. Puis vint l'AVC spinal en 2007, un événement dévastateur et bouleversant qui le laissa paralysé du cou vers le bas. Pour un homme qui avait bâti son identité sur la domination physique, la perte de mobilité n'était pas seulement médicale, elle était existentielle. Il ne pouvait plus travailler comme catcheur, faire des apparitions publiques, signer des autographes ou même conduire pour se rendre à une conférence. Sa capacité à générer des revenus, déjà anéantis par sa réputation, devenait physiquement impossible. Les factures médicales s'accumulèrent. L'assurance était insuffisante. Sa maison fut vendue pour financer les soins. Ses économies de retraite, autrefois conséquentes, furent épuisées en quelques années. La fortune de Luger, autrefois estimée à plusieurs millions, ne s'élève plus qu'à environ 300 000 à 400 000 $, une fraction de ce qu'il gagnait à son apogée. Contrairement à Flair, qui avait dilapidé sa fortune en champagne et jet privé, ou à Hall, qui l'avait brûlé dans la drogue et le déni, Luger n'a pas perdu son argent par cupidité, il a perdu la capacité d'en gagner. Sa richesse était liée à son corps, et lorsque ce corps a failli, son gagne-pain aussi. Pourtant, dans le silence de son fauteuil roulant, Luger trouva une nouvelle voie. Il se mit à parler dans des églises, des centres de rééducation et des programmes pour jeunes, non pas en champion, mais en homme qui avait vu l'abîme. Il fonda une association pour soutenir les victimes de lésions médulaires, utilisant son histoire pour sensibiliser et récolter des fonds. Il ne vend plus de poudre protéinée, il vend de l'espoir. Il ne parcourt plus le pays dans un bus de luxe, il voyage dans un van aménagé, parlant à ceux qui se sentent brisés, leur disant « Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être puissant ». Lex Luger n'a pas perdu son argent parce qu'il était avide. Il l'a perdu parce qu'il était humain, et l'industrie qu'il avait célébrée n'a jamais su l'aimer lorsqu'il cessa d'être parfait. Mais dans sa chute, il est devenu quelque chose de plus rare qu'une superstar, un témoignage de résilience. Il n'avait pas besoin d'un retour en grâce. Il avait besoin d'être vu, non pour ce qu'il pouvait faire, mais pour qui il était. Et dans cela, il a trouvé quelque chose qu'aucune fortune ne pourrait jamais acheter. Perry Saturn, le soldat oublié Perry Saturn n'a jamais été la plus grande star, mais parmi les catcheurs, il était l'un des plus respectés. Un technicien. Un combattant. Un homme fier de son réalisme et de sa dureté. Les fans se souviennent de ses yeux fous, de ses suplexes, de son intensité. Mais peu connaissaient la douleur sous la surface, une douleur qui finirait par le pousser dans l'oubli. En 2004, Saturn accomplit un acte d'héroïsme authentica. Marchant dans la rue, il vit deux hommes agresser une femme. Il intervint et reçut 2 balles dans le cou. Il survécut, mais les balles changèrent tout. Devenu dépendant aux antidouleurs, souffrant de traumatismes cérébraux et incapable de travailler, la vie de Saturn bascula dans le chaos. L'homme qui autrefois galvanisait les foules dormait désormais sous des ponts, accro, oublié. Pendant des années, personne ne savait où il était. Des rumeurs circulaient sur sa mort. Mais un ami, l'ancien producteur de la WWE Dave Lagana, refusa d'abandonner. Après des mois de recherche, il retrouva Saturn vivant mais à peine accroché à la vie. Lorsqu'il réapparut en 2010, son apparence choqua les fans, frêle, barbu, hanté. « J'étais parti », dit-il simplement. Mort au monde. Son chemin de retour fut brutal mais inspirant. Avec l'aide d'amis comme Diamond Dallas Page, Saturn entama une cure de désintoxication et commença à reconstruire sa vie. Il parla ouvertement de l'addiction, de la santé mentale et de l'importance de la compassion. S'il ne retrouva jamais sa gloire passée, il trouva quelque chose de plus précieux, la paix. La vie de Perry Saturn est un exemple poignant de la facilité avec laquelle l'industrie oublie ses soldats. Une fois les applaudissements éteints, il n'y a pas de filet de sécurité. Son héroïsme sauva la vie d'une inconnue, mais faillit lui coûter la sienne. Et pourtant, même dans la ruine, son histoire porte une dignité silencieuse, preuve que la rédemption ne vient pas toujours avec les projecteurs. L'effondrement financier de Perry Saturn n'a pas été le résultat de l'excès, c'était la conséquence du sacrifice, du silence et de la négligence systémique.
Contrairement aux mégastars qui vivaient dans des villas et prenaient des jets privés, Saturn a toujours été un catcheur issu de la classe ouvrière, payé à la représentation, souvent sur la route, vivant de chèque en chèque même à son apogée. Il n'a jamais signé de contrat à plusieurs millions ni construit un empire de produits dérivés. Sa valeur résidait dans sa capacité à élever chaque match, à rendre l'ordinaire extraordinaire, et ce genre de travail ne s'accompagne que rarement d'une sécurité à long terme. Lorsqu'il a été blessé par 2 balles dans le cou en 2004 en intervenant pour sauver une femme d'une agression, il n'a pas seulement perdu sa santé, il a perdu ses moyens de subsistance. Les balles ont sectionné des nerfs, endommagé sa moelle épinière et provoqué un traumatisme cérébral permanent. Il s'est retrouvé avec des douleurs chroniques, des crises et des troubles cognitifs. Les antidouleurs prescrits pour gérer ces blessures sont rapidement devenus une béquille, puis une cage. Sans assurance santé de la WWE, il avait été licencié en 2001 après un différend contractuel et sans protection syndicale, Saturn n'avait aucun filet de sécurité. L'indemnisation des travailleurs lui a été refusée. Les demandes d'invalidité ont été bloquées. Il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait même plus conduire. Ce qui a suivi fut une descente dans la rue. Pendant près de 6 ans, Saturn a disparu, dormant sous des ponts à Saint-Louis, fouillant pour trouver de la nourriture, survivant grâce à la gentillesse des inconnus. Il a vendu son équipement de catch bottes, collants, ceinture de championnat juste pour acheter de la nourriture et des médicaments. Il a cessé de répondre aux appels. Il a cessé de se soucier que quelqu'un se souvienne de lui. « J'étais parti », dira-t-il plus tard. Mort pour le monde. Et d'une certaine manière, il l'était. Le monde du catch est passé à autre chose. De nouvelles stars ont émergé. L'ère attitude est devenue nostalgie. Le nom de Saturn n'était plus murmuré que dans les forums de fans, une histoire de fantôme pour ceux qui se souvenaient des jours de l'ECW. Lorsque son ami Dave Lagana l'a retrouvé en 2010, Saturn pesait moins de 55 kilos. Ses dents pourrissaient. Son corps était ravagé par l'infection et la malnutrition. Il n'avait ni compte bancaire, ni domicile, ni pièce d'identité, juste un sac à dos usé et un tatouage de crâne délavé sur le bras. L'homme qui autrefois terrifiait ses adversaires avec ses suplexes et son intensité sauvage n'était plus qu'une ombre, à peine capable de parler au-dessus d'un murmure. La récupération ne lui a pas rendu sa richesse, elle lui a à peine rendu sa dignité. Avec l'aide de Diamond Dallas Page et d'autres catcheurs qui ont mis en commun de l'argent pour ses frais médicaux, Saturn est entré en cure de désintoxication. Il a subi des opérations, reçu une thérapie, et a lentement réappris à marcher, à parler, à faire confiance à nouveau. Mais les dégâts financiers étaient irréversibles. Il a raté des décennies de revenus liés à la nostalgie du catch, pas d'intronisation au Hall of Fame, pas d'apparition en convention, pas de contrat YouTube, pas de royalties de podcast. L'industrie qui avait célébré sa dureté ne s'est jamais demandé comment le soutenir après qu'il ait été brisé. Aujourd'hui, Saturn vit modestement dans un petit appartement, soutenu par une campagne GoFundMe lancée par des fans et quelques anciens collègues. Il prend parfois la parole lors de conférences sur la santé mentale, partageant son histoire avec une honnêteté brute. Il ne demande pas d'argent. Il demande de la prise de conscience, du changement. « Je ne me suis pas blessé sur le ring », dit-il. « Je me suis blessé en essayant de faire ce qui était juste. Et personne n'était là pour me rattraper quand je suis tombé. » Sa fortune actuelle est estimée à moins de 10 000 $, une fraction de ce qu'un catcheur de milieu de carte gagne en une seule année aujourd'hui. Il ne possède ni propriété, ni investissement, ni collection de souvenirs, car il a tout vendu pour survivre. Pourtant, dans un monde où les catcheurs sont monétisés dès qu'ils montent sur le ring, Perry Saturn est l'ultime contre-exemple, un homme dont le plus grand acte de courage lui a coûté tout et qui, malgré cela, n'a jamais demandé de paiement. Son histoire ne parle pas de gloire perdue. Elle parle d'humanité ignorée. Le business du catch récompense le spectacle, mais quand le spectacle s'arrête et que le sang sèche, qui paie pour le silence? Perry Saturn n'avait pas besoin d'un retour. Il avait besoin d'une communauté. Et en trouvant une, il est devenu plus qu'un catcheur, il est devenu un avertissement, un phare, et un témoignage silencieux et indestructible du fait que certains héros ne portent pas de cap. Ils se contentent de se présenter. Et parfois, le monde ne s'en rend compte que lorsqu'ils sont partis. Dave Bautista, l'homme qui est parti. L'histoire de Dave Bautista commence là où les autres se terminent, dans l'autodestruction, mais mène ailleurs, à la Renaissance. Avant de devenir la star de cinéma mondial que nous connaissons aujourd'hui, Bautista était une autre machine de catch muscle, puissance, domination. En tant que The Animal, il régnait sur la WWE au milieu des années 2000, gagnant des millions et menant la grande vie. Mais lorsqu'il se regardait dans le miroir, il voyait un étranger. Bautista a grandi dans la pauvreté, élevé dans les rues difficiles de Washington, des points C. La violence et la survie l'ont façonné. Avant le catch, il travaillait comme videur de boîtes de nuit et garde du corps, des emplois qui ont conduit à plusieurs arrestations pour bagarre. La célébrité n'a pas effacé ses instincts, elle les a amplifiés. Il faisait la fête intensément, dépensait sans compter, et enchaînait divorce après divorce. Ses comptes bancaires se vidaient plus vite qu'ils ne se remplissaient.
Mais quelque part vers la fin de la trentaine, Bautista a compris quelque chose que peu de catcheurs réalisent, que la gloire sur le ring est temporaire, et que la réinvention est une question de survie. Il a quitté la WWE en 2010, refusant des millions pour se consacrer au cinéma. Une décision qui a déconcerté tout le monde. On lui a dit qu'il était trop vieux, trop musclé, trop stéréotypé. Pendant 3 ans, il a été fauché. Il ne trouvait pas de rôle. Il a vendu sa maison. Mais il a refusé de revenir en arrière. Puis sont arrivés les Gardiens de la Galaxie. La performance de Bautista en tant que Drax n'a pas seulement été une révélation, elle a été transformative. Les critiques ont salué sa vulnérabilité et son sens du timing comique. Il n'était pas seulement une star d'action, il était un acteur. De Blade Runner 2049 à Dune, Bautista a prouvé qu'il pouvait porter de la profondeur et de l'émotion. Son succès n'était pas dû à la chance, mais à la discipline. Contrairement à Flair ou Hall, Bautista ne s'est pas accroché à la persona qui l'avait rendu riche. Il l'a démantelé, pièce par pièce, et a construit quelque chose de réel à la place. Aujourd'hui, il parle ouvertement de thérapie, de dépression et de la pression de la célébrité. « Je ne suis pas The Animal », a-t-il déclaré. « Ce n'était qu'un chapitre. Je suis Dave maintenant. » Son parcours est un exemple rare d'évolution dans une industrie qui piège souvent ses stars dans l'ambre. Il a tout perdu, puis a reconstruit sa vie à partir des cendres, non pas comme catcheur, mais comme homme. L'histoire de Dave Bautista n'est pas seulement celle d'une réinvention, c'est une leçon magistrale de libération consciente, un rare triomphe sur la gravité de la gloire qui écrase si souvent ceux qui la portent trop longtemps. Et si son effondrement financier au début des années 2010 fut aussi réel et dévastateur que celui de ses pairs, ce qui le distingue n'est pas qu'il ait perdu son argent, c'est qu'il ait choisi de le perdre. Lorsque Bautista a quitté la WWE en 2010, il a refusé un renouvellement de contrat garanti de $10 millions, une somme qui l'aurait assuré à vie en termes de catch. Il a également renoncé aux royalties de merchandising, aux primes de pay-per-view et aux flux de revenus stables liés à son statut de tête d'affiche de la WWE. À l'époque, il vivait dans une maison de $1,2 million en Floride, conduisait des voitures de luxe et voyageait en jet privé entre événements et soirées. Mais derrière la façade, il se noyait. Ses mariages s'étaient effondrés. Ses relations étaient brisées. Il prenait des médicaments, était émotionnellement engourdi et terrifié à l'idée de se réveiller un jour en réalisant qu'il avait passé toute sa vie adulte à jouer un personnage qu'il ne reconnaissait plus. « J'étais riche en dollars mais pauvre en âme », dira-t-il plus tard. Il a vendu sa maison. Il a liquidé ses biens, ses voitures, ses montres, même ses ceintures de champion, pour financer 3 années de quasi-pauvreté pendant lesquelles il passait des auditions. Il vivait dans une chambre louée à Los Angeles, survivant aux nouilles instantanées et à la gentillesse d'amis. Il a fait des petits boulots, travaillé dans le bâtiment, même nettoyé des maisons, juste pour payer ses factures. Il a postulé à plus de 150 rôles et a été rejeté presque à chaque fois. Les directeurs de casting lui disaient qu'il était trop imposant, trop intimidant, pas cinématographique. Un cadre lui a même lancé « Tu n'es pas un acteur. Tu es un catcheur qui ressemble à un camion. » Pendant des années, il les a crus. Mais Bautista n'a pas persévéré par désespoir de retrouver la gloire. Il a persévéré par besoin de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de réel. Il a commencé une thérapie. Il a affronté les traumatismes de son enfance passée dans la pauvreté à Washington, des points C, où la violence était banale et l'expression émotionnelle perçue comme une faiblesse. Il a étudié les techniques de jeu, suivi des cours d'improvisation, lu de la philosophie et appris à s'asseoir dans le silence. Il a cessé de se voir comme « The Animal » et a commencé à se voir comme Dave imparfait, effrayé, et capable de changer. Lorsqu'il a décroché le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, ce n'était pas un coup de chance, c'était l'aboutissement d'années de travail invisible. Il n'a pas seulement auditionné pour le rôle, il l'est devenu. Il a apporté à Drax la même vulnérabilité brute qu'il avait mis des années à découvrir en lui, un homme qui ne comprenait pas le sarcasme, qui parlait avec une honnêteté brutale, qui portait le deuil comme une armure. Le monde voyait un alien musclé et drôle. Bautista y voyait le reflet de son propre parcours. Le succès qui a suivi fut colossal. Les Gardiens, Blade Runner 2049, Dune, Spectre, Le Dernier Voyage du Déméter, Bautista n'a pas seulement joué dans des blockbusters, il les a portés. Il a gagné plus de $10 millions pour Dune, deuxième partie à lui seul. Il est devenu l'un des acteurs de composition les plus recherchés d'Hollywood, respecté non pas pour sa carrure, mais pour son article. Et contrairement à Flair, Hall, Luger ou Saturn, Bautista n'a pas seulement survécu à sa chute, il l'a orchestrée. Il n'a pas attendu que l'industrie le sauve. Il n'a pas compté sur la charité, les caméos ou les tournées nostalgiques. Il a bâti un nouvel empire fondé sur la discipline, l'intelligence émotionnelle et l'intégrité artistique. Aujourd'hui, Bautista possède une fortune estimée entre 25 et 30 millions de dollars. Mais plus important encore, il possède quelque chose qu'aucune somme ne peut acheter, la paix. Il vit tranquillement dans une maison modeste, passe du temps avec sa fille et parle ouvertement de santé mentale, de masculinité toxique et des dangers de confondre valeurs personnelles et célébrité.
Il n'a aucun projet de retour à la lutte, non par amertume, mais par lucidité. Le ring ne me manque pas, dit-il. Ce qui me manque, c'est la personne que j'ai dû devenir pour y survivre. Son histoire est l'antidote aux tragédies qui l'ont précédé. Alors que d'autres étaient consumés par leur personnage, Bautista a démantelé le sien. Alors que d'autres poursuivaient l'illusion de la permanence, il a embrassé l'impermanence. Alors que d'autres s'accrochaient au passé, il a osé construire un avenir non pas en tant que légende, mais en tant qu'homme. Il n'a pas fui la lumière des projecteurs. Il l'a dépassé. Et ce faisant, il a offert au monde de la lutte quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un homme qui a tout quitté et est devenu plus que ce qu'il avait jamais été. Épilogue, le ring ne lâche jamais prise. Les histoires de Flair, Hall, Luger, Saturne et Bautista forment une mosaïque de triomphe et de tragédie. Chacun a atteint des sommets inimaginables et affronté le même abîme lorsque les acclamations se sont tues. Certains ont été détruits par l'excès, d'autres par le traumatisme, d'autres encore par la malchance. Pourtant, à travers leur douleur, ils révèlent une vérité universelle. Dans la lutte, la frontière entre performance et réalité disparaît. Le personnage devient la personne. Et lorsque le rideau tombe, il est difficile de se souvenir de qui l'on est vraiment. Ric Flair est resté prisonnier de sa propre légende. Scott Hall a été hanté par un fantôme de son passé. Le corps de l'ex-Luger a trahi son image. L'héroïsme de Perry Saturne l'a conduit à sa perte. Dave Bautista a incendié son identité et en a reconstruit une nouvelle à partir des cendres. Leur parcours rappelle que la célébrité, sans ancrage, peut être fatale, que la richesse ne signifie rien quand on affronte des fantômes. Mais il rappelle aussi la résilience, la manière dont même les déchus peuvent se relever, marqués mais toujours debout. Le carré du ring est plus qu'une scène, c'est un miroir. Il reflète le meilleur et le pire de ceux qui y entrent. Pour chaque héros qui s'élève, un autre paie le prix de maintenir l'illusion en vie. Et lorsque les lumières s'éteignent et que le rugissement de la foule se dissipe dans le silence, il ne reste que l'homme, dépouillé de ses artifices, en quête de paix. Car dans la lutte, comme dans la vie, le combat le plus difficile vient toujours après la dernière cloche.